Bonsoir, aujourd'hui 26 novembre, nouvelle édition du journal de la rédaction et au cours de la prochaine demi-heure, nous verrons notamment que des entreprises embauchent encore, notamment dans le commerce, mais pas uniquement. À La Verrière, un forum du recrutement vient de se tenir autour de l'économie sociale et solidaire. Les enfants aussi ont droit à la parole alors que vient de se dérouler la journée internationale des droits de l'enfant. Nous recevons ce soir maître Josiane Oléotogué. Elle plaide pour eux à Versailles. Nous parlerons de la profession d'avocat d'enfant. Poète écrivain du début du siècle précédent, Antonin Artaud a laissé une œuvre marquée par son adhésion puis son rejet du surréalisme. Son travail est revisité actuellement à la Maison de la Poésie à Guyancourt par Charles Gonzalez, auteur et metteur en scène. Le conflit qui oppose les agriculteurs à l'État est loin d'être terminé. En cause, la décision du gouvernement de créer un fonds national de solidarité alimenté par les fonds de roulement des chambres d'agriculture. Celle d'Île-de-France perdrait alors 490 000 € l'année prochaine, ce qui représente plus de 6% de son budget. L'État imposerait également une réduction de la recette de la chambre d'agriculture issue de la taxe sur le foncier payée par les exploitants, un impôt qui avait été gelé pendant 10 ans. Avec cette réforme, une dizaine de postes pourraient être en danger sur les 62 collaborateurs que compte la Chambre de la région. Aujourd'hui, l'État, au vu de ses finances catastrophiques, joue le prédateur et vient, ni plus ni moins, prendre cet argent qui était pourtant de la taxe affectée, c'est-à-dire que c'était bien un impôt qui était affecté aux chambres d'agriculture, pour le ramener dans le budget de l'État. Donc c'est une spoliation pure et dure d'une partie des sommes. Ensuite, que l'impôt soit laissé à ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne demande pas une augmentation de l'impôt, au moins qu'on nous le laisse au montant où il est. Aujourd'hui, on nous le fait baisser. Ce qui représente, vous l'avez vu en termes de sommes et de conséquences pour le contribuable, c'est 50 centimes de l'hectare. Ça ne représente absolument rien. Une manifestation des agriculteurs est prévue demain matin, 27 novembre, à 10 h dans le Val d'Oise. Emploi, alors que le chômage progresse toujours, un secteur semble porteur, celui de l'économie sociale et solidaire. D'autres métiers auxquels on ne pense pas toujours, mais qui permettent de faire carrière. La ville de La Verrière vient de proposer un forum hier avec de l'information, mais aussi, et c'est important, peut-être le plus important, des offres d'embauche. Nous, c'est le secteur du service à la personne, donc ça va être principalement auxiliaires de vie, diplômés ou qui ont au moins une partie de module, véhiculés, ce serait le bon profil. Ensuite, des aides ménagères et dans de la garde d'enfants. Donc là, la garde d'enfants, aujourd'hui avec les lois, on va être plutôt sur des personnes diplômées par contre, automatiquement diplômées. Aujourd'hui, je pense qu'on est un des secteurs d'activité qui a des besoins en recrutement sans cesse. Ça recrute, mais aussi il y a aussi certaines méfiances vis-à-vis aussi des entreprises. Donc c'est aussi pouvoir montrer aux entreprises que avec le social et l'insertion, on peut aussi avancer ensemble et faire de belles choses. Emploi toujours et Renault qui annonce le retour des 3-8 dans son usine de Flins. À l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire, hier, la direction a annoncé la création d'une équipe de nuit pour 2015 pour répondre à une hausse des commandes, notamment en provenance de l'Espagne et de l'Italie. 450 intérimaires supplémentaires seraient ainsi embauchés. 490 Clio 4 et 750 Zoé seront produites chaque jour entre la mi-février et la fin avril sur ce site. Les droits des enfants, nous venons de fêter le 25e anniversaire de la Convention qui les régit. Voici quelques jours et nous voulions ce soir apporter un focus sur une activité méconnue, celle d'avocat d'enfants. Bonsoir maître Josiane Oléotogué et bienvenue en plateau. Vous exercez auprès du barreau de Versailles, un barreau pionnier dans ce domaine. C'est le premier en France à avoir lancé ses avocats d'enfants au début des années 90. Un avocat d'enfants, un avocat pour enfants, ça sert à quoi ? Eh bien, comme le nom l'indique, ça sert déjà aux enfants. Un avocat d'enfant est avant tout un avocat. Et il faut savoir qu'on ne naît pas avocat d'enfant. On a une formation pour ça après, sachant que effectivement l'avocat d'enfant est un avocat, j'allais dire bénévole dans ce domaine. On a une formation auprès de professionnels, de praticiens pour savoir accueillir l'enfant, pratiquer en tout cas avec lui. Et puis pour tout ce qui est judiciaire, et bien évidemment ça, on est à même par notre profession d'avocat initialement, de pouvoir leur expliquer les arcanes et puis le déroulement d'une procédure dans laquelle ils peuvent être impliqués en tant qu'auteurs, victimes, ou tout simplement en tant que participants, si vous voulez, notamment en matière civile, dans le cadre, par exemple, de séparation d'un couple, enfin de ses parents. Donc ça sert à défendre les enfants, mais ce sont les enfants directement qui peuvent solliciter et demander un avocat. Alors, en matière pénale, cela peut arriver, oui. La plupart du temps, de toute façon, nous intervenons, nous, sur désignation du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles.
Il faut savoir que nous intervenons aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. Matière civile, c'est-à-dire, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants, au tribunal pour enfants, en matière d'assistance éducative, donc tout ce qui nécessite une protection de l'enfance. Et également en matière pénale, alors que l'enfant soit auteur ou victime. Et donc, dans un cas comme ça, nous sommes dans matière civile, nous sommes désignés par le bâtonnier et indemnisés au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui aujourd'hui pose un autre débat, puisque vous savez que le problème de l'aide juridictionnelle est véritablement sur la sellette. Des avocats, absolument, on en a parlé à plusieurs reprises. absolument. Donc là aussi, il peut y avoir une incidence effectivement sur le métier d'avocat, enfin sur l'orientation d'avocat d'enfant. Et puis en matière pénale, nous intervenons sur commission d'office, mais de toute façon toujours sur désignation du bâtonnier ou alors le choix d'un des parents, ça peut arriver aussi, et évidemment quelquefois par l'enfant lui-même, parce qu'il y a eu des campagnes de médiatisation qui font que les enfants savent dans les collèges ou dans l'école que c'est possible de nous saisir directement. D'ailleurs, il y a les informations qui s'affichent à l'écran, si jamais, pour le secteur de Versailles. Pour le barreau de Versailles, c'est jusqu'à 18 ans, logiquement, pour les mineurs. Mais à partir de quel âge ? Alors, on parle d'enfants capables de discernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant peut émettre des propos, peut avoir lui-même une espèce de conscience de la situation, oui. Alors, la notion de discernement, c'est très flou. Je veux dire, un enfant de 6 ans peut avoir moins de discernement qu'un enfant de 4 ans. Il m'est déjà arrivé de recevoir un enfant de 4 ans extrêmement volubile, mais volubile concernant le sujet, si vous voulez. Donc l'âge de discernement, il n'y a pas d'âge en fait, c'est le discernement. Donc c'est à nous aussi d'apprécier, savoir si l'enfant rapporte des propos qu'il aurait entendus ou s'il a lui-même, avec ses mots, formulé quelque chose qu'on est à même de rapporter par la suite. Donc c'est un travail particulier, vous l'avez dit, Absolument. il faut une formation complémentaire, supplémentaire à celle d'avocat. Comment se passe l'échange avec les enfants, justement ? Il y a presque un travail de psychologue, il y a un lien particulier ? Oui, alors le lien, il se crée, ça c'est inévitable, ou il ne se crée jamais. Ça peut, c'est ou l'un ou l'autre. Mais en principe, effectivement, il y a d'abord une relation de confiance. Il faut d'abord se présenter, c'est la première des choses qu'on fait, parce qu'il arrive quelquefois que l'enfant a déjà vu assistance sociale, psychologue, etc., un certain nombre d'intervenants avant nous, et quelquefois l'enfant vous dit « mais t'es qui toi ?» Alors on reprécise qui nous sommes, et puis effectivement il y a une approche, la mise en confiance. Recueillir la parole d'un enfant, c'est pas toujours aisé. Il faut aussi savoir lui parler d'autre chose que complètement ciblé immédiatement sur le sujet. Et effectivement, on arrive à avoir des relations extrêmement riches. La plupart du temps, j'entends. Il y a des enfants qui restent multiques, ceux-ci, on a du mal à les avoir. Mais en principe, quand ils demandent à parler à un avocat d'enfant et qu'ils savent qu'ils vont venir voir un avocat d'enfant, il y a déjà une espèce de confiance qui s'installe. Ils savent que nous intervenons que pour eux, et ni pour papa, ni pour maman, et ni pour l'auteur, etc. Et donc, on est véritablement leur conseil. Donc, il y a une vraie relation de confiance. Ce que vous me disiez avant de passer en plateau, c'était qu'il fallait bien comprendre qu'on n'était pas dans une logique de l'enfant roi non plus. Surtout pas tout accepter, tout assimiler, tout ce que l'enfant dit. Il faut aussi avoir un minimum de recul. Bien évidemment, on est là aussi pour essayer de voir ce que je vous disais à l'instant, savoir si l'enfant rapporte des propos qu'il a entendus. Par exemple, lorsque le parent, papa ou maman, l'amène à notre cabinet pour pouvoir l'entendre préalablement dans le cadre de la procédure. Et ça, nous y tenons beaucoup, nous, le groupe d'avocats d'enfants, en tout cas Versailles, c'est de pouvoir recevoir l'enfant une fois accompagné par papa, une fois accompagné par maman. Et il nous arrive très très fréquemment, en tout cas moi j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de le constater, que les propos sont plus tout à fait les mêmes ou qu'il y a une liberté ou une pression en fonction de qui amène l'enfant à nos cabinets. On peut prendre un exemple concret et forcément vous vous doutez qu'on va aborder ce sujet-là, c'est la question d'Outreau. Oui. 2004, procès d'Outreau, une douzaine d'enfants qui sont reconnus victimes par la justice de viol, d'agression sexuelle. 1er décembre 2005, verdict d'acquittement général pour l'ensemble des accusés. Naufrage judiciaire, c'est le terme qui est employé après encore aujourd'hui. La parole des enfants a pourtant pesé très lourd puisqu'ils se sont ensuite rétractés sur leurs propos. Ils ont dit avoir menti. Pourquoi la justice n'a pas réussi à saisir à ce moment-là qu'il y avait mensonge et dans quelle limite on peut accorder à la parole de l'enfant ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement des méthodes qui sont aujourd'hui bien mises en place, aussi bien par les intervenants en amont à l'avocat d'enfant, c'est-à-dire les services de police, de gendarmerie. Donc là, il y a normalement des formations qui sont mises en place.
comment l'instruction elle-même du dossier a été faite. Je crois qu'effectivement, il faut se rendre compte que la parole de l'enfant, c'est ce que nous disons, nous, aux enfants, en disant c'est pas toi qui va décider de la décision, c'est le juge qui, avec ce que tu vas lui dire, va prendre une décision, va prendre dans un certain sens. Donc déjà, déculpabiliser l'enfant par rapport à la décision qui va être prise, ça c'est extrêmement important. Là, dans l'affaire d'Outreau, on a vu effectivement que, j'allais dire, les choses ont beaucoup basculé par l'engrenage judiciaire. C'est vrai que et médiatique, bien évidemment. Je pense pesé qu'effectivement, les procès. médias ont focalisé sur le naufrage judiciaire, comme vous l'avez très justement indiqué, sur l'intervention d'un juge d'instruction ou les pressions qu'il a pu y avoir. Et malheureusement, je pense que dans cette affaire-là, on a un peu oublié les victimes, parce qu'il y en a eu, malgré tout. Et bon, je n'étais pas dans le dossier, donc j'ai un peu plus de mal, mais je pense qu'effectivement, ça a été, enfin, je veux dire, l'instruction au sens large du terme, pas au sens uniquement judiciaire, du dossier n'a peut-être pas été fait avec la délicatesse qu'il aurait fallu. On a oublié les enfants aussi dans cette affaire. Je pense qu'on a un peu oublié les enfants, oui, dans cette affaire. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un film qui est sorti avec plusieurs débats qui sont sur la parole de l'enfant. Comment j'étais moi-même en formation lundi à l'hôpital Mignot avec une chercheuse canadienne qui adapte des méthodes extrêmement intéressantes d'ailleurs d'approche de l'enfant. Pas seulement d'ailleurs pour nous avocats qui intervenons, je vous dis, en fin de ligne, pratiquement juste au moment où le procès a lieu, mais pour tous les intervenants nous précédents. Vous avez l'habitude, chaque jour, vous revenez sur l'actualité à travers notre question du jour. Micro-trottoir, aujourd'hui, nous sommes allés vous demander quel poids accorder, quelle valeur accorder à la parole de l'enfant dans un cadre judiciaire. Voici vos réponses. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus la parole aux enfants, surtout en cas de divorce. À partir d'un certain âge, je pense que les enfants ont droit de parole, savoir s'ils veulent aller plus avec le papa ou la maman. La vie des enfants n'est pas suffisamment prise en compte par la justice. On doute peut-être de leurs propos qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Je crois que les enfants, il faut faire attention quand même à ce qu'ils disent, quoi. On a toujours en tête l'affaire d'Outreau, là. Ouais. Donc avec ça, on peut se dire que quand même les enfants ne disent toujours pas la vérité. Lors d'une situation de divorce où j'ai trouvé que la parole des enfants n'était pas suffisamment écoutée. L'avocat les a reçus 5 minutes, n'a pas beaucoup plus discuté avec eux, le juge c'est pareil. Donc je trouve que c'est pas forcément toujours suffisamment pris en compte. Pas toujours suffisamment pris en compte sur cet exemple concret. Oui, c'est vrai. Évidemment, il y a des magistrats comme des avocats qui n'ont pas forcément, j'allais dire, cette... Et puis, il y a des enfants qui ne parlent pas, il faut le savoir aussi, et c'est leur droit. Le droit des enfants, c'est aussi de garder le silence, de ne pas vouloir prendre ni parti, bien évidemment, pour papa et maman, mais ne pas vouloir prendre la parole, tout simplement. Donc après, sur les méthodes d'accueil dans nos cabinets ou par les magistrats, aujourd'hui, je dois avouer qu'à Versailles, on a quand même une véritable écoute et il y a beaucoup de concertation entre le groupe d'avocats d'enfants, et donc les avocats individuellement, et les magistrats spécialisés, j'allais dire, dans les mineurs, qu'il s'agisse des affaires familiales ou au tribunal pour enfants. Parce que le barreau de Versailles est pionnier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Oui. 1990, la création de ces avocats d'enfants, quel bilan on peut en faire justement depuis 1990 sur les résultats obtenus? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les méthodes aussi? Oui, bien sûr. Il y a eu effectivement des méthodes très importantes. On a aujourd'hui élaboré une convention donc des avocats d'enfants, et justement qui nous indique comment pratiquer, j'allais dire, avec un enfant. Donc c'est extrêmement important parce que effectivement le barreau de Versailles, comme vous l'avez indiqué, est pionnier, c'est-à-dire qu'avant même que la France ne signe la convention de New York, qui date, comme vous l'avez indiqué, du 20 novembre 1990, le barreau de Versailles a créé ce groupe d'avocats d'enfants en début d'année 90, et la France n'a simplement, j'allais dire, admis ou reconnu la convention qu'en janvier 1993. Donc effectivement, pionnier, et on progresse puisque effectivement on a été aussi porteur, j'allais dire, de cette parole auprès d'autres barreaux en France et aux Antilles également, puisque ce ne sont pas que des grands barreaux, puisque les barreaux périphériques de Paris, qui peuvent être considérés comme des grands barreaux aussi, n'ont pas eu de groupe d'avocats d'enfants aussi rapidement que Versailles. Pour information, les Antilles, on peut considérer que c'est un petit peu plus loin, mais viennent de signer cette convention et plus récemment le barreau de Tours. Les avocats d'enfants, combien y en a-t-il à Versailles? À Versailles, on est aujourd'hui
une petite cinquantaine, entre 45 et 50, oui, c'est ça. Et c'est du bénévolat, je le reprécise, parce que vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais c'est du bénévolat. Alors c'est du volontariat, c'est pas bénévolat, ouais. c'est du volontariat, c'est-à-dire que c'est les avocats, c'est pas tout à fait du bénévolat, oui. puisque je vous ai dit que le problème de l'aide juridictionnelle se posait Tout aussi. Donc c'est du volontariat, donc c'est l'avocat qui se sent un intérêt pour les enfants. Il faut une fibre particulière, voilà. Une fibre particulière, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que les enfants sont l'avenir du monde. Donc peut-être faudrait-il accorder un peu plus d'intérêt à nos enfants pour éviter peut-être d'avoir d'autres problèmes à gérer, sécurité et insécurité. Ce serait une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes avocat d'enfants auprès du barreau de Versailles et les coordonnées qui vont s'afficher peut-être une dernière fois si vous voulez prendre des renseignements ou si vous êtes enfant, tout simplement saisir un avocat, vous en avez le droit. Merci encore. On reste dans le monde de l'enfant avec les élèves de l'atelier cinéma du collège Sainte-Thérèse à Rambouillet. Ils sont en plein tournage. Ils réalisent un court-métrage qui sera diffusé dès l'année prochaine au cinéma et dans différents établissements scolaires. Les bénéfices seront reversés au profit de l'association Les Toiles Enchantées. Yolène Torres et William L. Séquence 12, prise 1. Ok, attention, action. Projecteurs, caméras et comédiens, le cinéma a investi les couloirs du collège Sainte-Thérèse de Rambouillet. Un court-métrage comique d'une quinzaine de minutes est actuellement en tournage. 2 élèves se retrouvent dans leur établissement vide, aucun professeur. Ils vont mener l'enquête. Si on vous demande quoi que ce soit, vous m'avez pas vu, hein. Je compte sur vous. Bien. Bon, bonne journée. Une soixantaine de collégiens de l'atelier cinéma sont mobilisés pour ce projet. Ce sont eux qui ont écrit la majeure partie du scénario. Ce qui me plaît, c'est qu'on manie donc les instruments, la perche, le script, le clapet, la caméra. Des choses que tu découvres ? J'aimerais en faire mon métier et j'ai appris que c'était aussi pour des associations différentes et donc ça m'a aussi poussée à le faire. Le film sera projeté dans plusieurs salles de la région. Tous les bénéfices des ventes seront reversés au profit de l'association Les Toiles Enchantées. C'est une association qui se déplace dans les hôpitaux et les IME pour projeter des films récents aux enfants malades ou handicapés. Donc nous, on a voulu faire un court-métrage comique pour qu'il soit ensuite projeté en première partie des films qui sont projetés dans les IME et dans les hôpitaux. Un projet généreux qui séduit aussi les professionnels du monde du cinéma comme Alexandre Gillet. Comédien très actif dans le doublage, connu notamment pour être la voix de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, il est l'un des acteurs principaux de ce court-métrage. Je trouve que c'est intéressant de soutenir ce genre de projet parce que on n'est quand même pas amené à le faire systématiquement et là de prendre un peu de son temps pour la bonne cause, c'est toujours bon à prendre, je trouve, pour tout le monde. Le tournage est presque terminé, il sera diffusé dans les salles et au sein de l'établissement dès l'année prochaine. On parle de culture dans ce journal. N'oubliez pas, juste après, le magazine Kiosque, comme chaque mercredi, pour un point complet sur l'actualité dans ce domaine sur les Yvelines. Direction pour l'instant la Maison de la Poésie à Guyancourt, qui accueille l'artiste et metteur en scène Charles Gonzalez pour un travail autour d'Antonin Artaud. 15 personnes participent en ce moment à des ateliers autour des textes de ce poète du surréalisme. Messieurs, les lois, la coutume vous concède le droit de mesurer l'esprit. Pendant 11 séances, ici à la Maison de la Poésie à Guyancourt, ils vont faire, défaire, construire les paroles d'Antonin Artaud, un auteur, poète, comédien inclassable à la frontière du réel et de la folie. Combien êtes-vous, par exemple, pour qui le rêve du dément précoce, les images dont il est la proie, sont autre chose qu'une salade de mots? En tant qu'acteur, pour nous, Artaud est un père spirituel pour nous tous, pour son théâtre de la cruauté, également parce que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Récit d'une noce obscure » qui explique la sortie de l'hôpital psychiatrique, voilà, pour une espèce de libération. Et parce qu'Artaud, c'est certainement théâtralement un homme dont les idées sont utopiques, mais qui est une icône. 15 personnes ont intégré cet atelier qui va donc durer pendant 11 séances à raison de 4 heures par session. Ils ne sont pas comédiens ni artistes, juste passionnés de poésie. Je sais comment elle me regarde. La poésie me plaît, oui, ça me parle. C'est la construction, ce sont les lettres, la construction des mots. Voilà, donc les phrases, c'est la matière grise. C'est un moyen de s'exprimer qui a gardé cette fraîcheur de liberté qui peut-être, hélas, n'existe pas dans d'autres domaines artistiques. Moi-même, je suis
maintenant à la retraite, artiste peintre. J'ai une association depuis 20 ans où j'enseigne effectivement. Or, je regarde un peu ce qui se passe dans le marché de l'art et je vois que la liberté est devenue très relative. Donc la poésie, pour moi, c'est le domaine de la liberté. Pour la première question, à qui s'adresse-t-on? À un personnage mental. Quelles sont tes exigences d'actante? Moi, je pensais m'adresser à eux. D'accord, très bien. Les gens ne sont pas des acteurs, mais des actants. C'est-à-dire des gens venant de lieux tout à fait différents. Et c'est une approche naïve. Hein, donc ça risque d'avoir vraiment de très bonnes surprises. La façon de dire Artaud est surprenante par des gens qui ne font pas l'acteur. Je vous assure, hein, vous allez voir, ça donne des choses surprenantes. Le résultat de ces ateliers sera à découvrir le 11 avril prochain à la Maison de la Poésie. La crédulité des peuples. Une exposition à Naufle-le-Château qui accueille en ce moment le 9e salon des photographes. C'est jusqu'au 30 novembre, 20 photographes conviés et parmi eux 2 Saint-Quentinois que nous avons rencontrés. Jérôme Chérier est un habitué du salon, cette année parmi ses photos des clichés pris lors de son dernier voyage au Népal, un pays qui, souligne le photographe, marque beaucoup, un vrai dépaysement et des émotions. Avant, en fait, je regarde effectivement pas mal de livres photos, de ce qui peut se faire en photo. J'adapte aussi mon matériel, je sais à peu près ce que je vais prendre. Et puis après, c'est un petit peu d'improvisation. On se promène dans les rues, on voit ce qui se passe, on essaie de faire des photos de rue, des portraits. C'est pas mal d'improvisation, tout en ayant un petit fil rouge qui est pas mal d'humain et de paysage. Et Jérôme Chérier prépare déjà sa prochaine expédition, ce sera le Vietnam. Julien Duhem, lui, aime l'univers musical. Il capte les images de concerts, un travail très technique. Il y a toujours de l'inattendu dans les concerts. Et c'est vrai qu'on est là pour saisir des instants, c'est pas de la photo dirigée particulièrement. Donc l'objectif, c'est de saisir un petit peu des instants qui passent très très vite. Le père de l'un était photographe, le père de l'autre peintre autodidacte. Les deux artistes ont baigné dans un univers propice, alors quand on leur demande de décrire une bonne photo, le premier mot qui leur vient, c'est émotion. Pour le photographe, le but, c'est bien sûr de générer des émotions aux gens qui la regardent. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens viennent et puis s'arrêtent devant. Marque un temps d'arrêt, en fait, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pour la regarder et pas juste passer. À partir du moment où les gens s'arrêtent et commencent à vous parler de vos photos ou d'une de vos photos, c'est que pour moi, je pense que le contrat est réussi, quoi. Quand on arrive à capter la lumière de la bonne manière, à capter la bonne expression, eh ben on peut être content de ces photos, quoi. L'exposition se termine le 30 novembre, 20 photographes y sont conviés, pas de thématique commune, la place est laissée à l'éclectisme, c'est d'ailleurs la marque de fabrique du salon. Le hip-hop à Saint-Quentin fête ses 30 ans avec l'anniversaire de la compagnie de danse pionnière dans ce domaine, Black Blamber. Nous en avions déjà parlé dans ce journal. Une édition spéciale est d'ailleurs à revoir sur notre site internet. Le week-end dernier, en tout cas, 2 représentations organisées au Prisme à Elancourt, 2 représentations d'un spectacle fil rouge de cette histoire de Black Blamber. Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Cette fois, c'est une histoire de génération. À Black Blamber, c'est la 4e qui danse. Alors avec Travelling, 22 danseurs, anciens ou nouveaux, se retrouvent ou se rencontrent. Ça me fait tout drôle de danser parce que bon, il y a 4 générations là. Moi, je fais partie de la première génération, donc ça me donne une force aussi de voir comment ça a pris vraiment racine, quoi. C'est une famille pour moi, une famille, donc même en étant avec d'autres compagnies, j'ai toujours un œil sur Black Blamber parce que moi, c'est là où j'ai commencé. Déjà, j'étais même pas né, alors que ça avait déjà commencé, que je danse depuis pas longtemps et que je puisse faire les 30 ans. Donc ça représente quelque chose quand même de gros, c'est une grosse expérience, c'est un bon moment, c'est un gros moment même. J'espère que plus tard, on pourra aussi faire la même chose. Faire peut-être les 40 ans, 50 ans, peut-être plus. Mais ces 30 ans, ce ne sont pas seulement ceux de la compagnie. Au B3, on n'oublie pas l'apport des habitants, de leurs spectateurs, leur inspiration. 30 ans, à la limite, 28 ans, 30 ans et demi, dans le fond, peu importe. Ce qui est très important, c'est que ça nous permet de saisir une occasion, de rappeler l'importance de la participation des habitants à leur propre récit,
au récit de leur ville, à l'histoire de leur ville. Nous incarnons un moment de cette histoire. Les associations, les habitants sont co-générateurs, co-élaborateurs, co-créateurs de leurs histoires, de leurs petites histoires. L'histoire d'une petite bande pour un carnaval, c'est la grande histoire, ça n'est que des petites histoires. Bon, eh bien tout ça, ça construit un récit, ça fait une ville. Black Blamber continue de raconter ses histoires. Le 17 décembre, la compagnie B3 Junior présentera à Trappes la version intégrale de Paradoxe, avec le regard tourné vers l'avenir. C'est la fin de cette édition du 26 novembre, à revoir sur notre site internet, ainsi que l'intégralité des reportages. Excellente soirée, à jeudi, toujours 18h pour le direct et 19h pour la première rediffusion.